Bon, donc nous revoilà pour une huitième vidéo, partie 8, le prêtre. Donc on a fait donc les deux dernières parties sans le bourrin, et encore une fois je suis tout seul là sans le bourrin, parce qu'il se trouve que le bourrin est parti en vacances, donc il m'a laissé, et je vais devoir m'occuper des dernières vidéos là. Donc c'est les premières vidéos de la chaîne, j'ai publié donc les 7 vidéos chez un pote par rapport à la connexion, l'upload. Ça s'est bien passé. J'ai eu à peu près 20 vues dans une des vidéos, donc je suis super content. C'est le début. 20 vues, 200, 2000, 2 millions, 2 milliards, ça part de là. 20 vues, c'est un début. C'est un bon début, je suis content. Donc, on va continuer donc l'analyse des cartes, donc le prêtre et le voleur. Et ensuite, on fera les cartes neutres, donc il reste 3 vidéos en tout. Je précise qu'aujourd'hui, on est le 31, et donc il y a quelques minutes, toutes les cartes sont sorties. Je les ai pas toutes regardées pour ne pas me spoil, parce que ce que je compte faire, c'est analyser, donc comme dans les précédentes vidéos, le prêtre et le voleur, donc faire une analyse complète, comme je l'ai fait dans les anciennes vidéos, donc une bonne analyse de chaque carte, expliquer les synergies et tout. Et je compte faire une dernière vidéo où je présenterai les neutres, donc que j'avais travaillé, plus les 40, on va dire, voire 50 cartes que j'avais pas présentées, mais je vais pas les travailler comme j'ai travaillé les autres cartes, c'est-à-dire que je vais les regarder avec vous, enfin tout seul, mais je vais les regarder, vous m'avez compris, et je vais essayer d'en parler. Ça peut prendre beaucoup de temps aussi, hein, mais je vais essayer d'en parler. Je vais être sur Hearthstone en même temps, je vais essayer de voir les synergies et tout, mais je vais pas préparer des slides, etc. à l'avance. Je vais essayer de faire ça, upload, comme ça c'est fait avant le début de l'extension, parce que ma connexion c'est une catastrophe. Anyway, passons à l'analyse des cartes. Donc le prêtre. Le prêtre, le prêtre, le prêtre. Donc nous avons d'abord sa légendaire. Euh, donc c'est le grand prêtre Ahmet, donc une 2-7 pour 4. Chaque fois que vous invoquez un serviteur, copie les PV d'Ahmet sur ceux de ce serviteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez jouer un serviteur de votre main ou invoquer, donc invoquer, ça comprend les joueurs, pardon, les invocations, donc les monstres, pardon, joués. C'est aussi tout ce qui est invoqué à travers les sorts, notamment les sorts qui ressuscitent, et notamment aussi les réincarnations, qui sont considérées comme des invocations. Donc, à partir de ce moment-là, on se retrouve avec une carte, une 2-7, donc un buddy solide, 7 points de vie difficile à aller chercher, qui potentiellement va, après un trade d'une créature qu'on a déjà sur le board qui a réincarnation, va directement lui donner 7 PV. Donc si vous le posez et que vous suicidez une de vos réincarnations, la réincarnation aura 7 PV. Donc il y a un impact direct possible avec cette carte. Mais je pense que cette carte aura plus un avenir, on va dire, dans tout ce qui est deck combo. Parce que 7 points de vie, on sait très bien le prêtre comment il fonctionne. Hop, ma caméra, je vais la déplacer. Les gars, bouclier Divine Spirit, Inner Fire, vous savez ce que c'est. Double les points de vie, rend l'attaque égale aux ceux des points de vie, et on tue la tête. Tac. Là, je les ai mis donc en un peu trop grande ma caméra. Ah, je vais la diminuer comme ça. Donc on a Esprit Divin ici, je les ai mis en français pour ceux qui, les plus puristes d'entre vous. Double les points de vie d'un serviteur, tout le monde connaît. Feu intérieur, change l'attaque d'un serviteur pour qu'elle soit égale à ses PV. Vous voyez où je veux en venir. Grand prêtre Ahmed, je sais pas, une autre créature, pourquoi pas une charge, un port, le port 1-1 pour 1. Double les points de vie du grand prêtre. Puis tu joues Ahmed, pourquoi pas double, 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 ce qui fait 7 x 2 x 2, 28. Tu poses le port, tu mets un feu intérieur et 28 dans la tête. Bref, il y a des combos de ouf en un tour, OTK, ça c'est sûr. Il y aura des tests qui vont être faits. Ça a toujours existé. Et je comprends pas. Bon. Un petit coup de gueule parce que voilà quoi, c'est des trucs qui existent depuis tellement longtemps avec Blizzard qu'on en a un peu marre que le prêtre se retourne dans ce genre de choses. Mais vous verrez, j'ai pensé à d'autres synergies aussi, dont une super intéressante, dont je suis sûr que personne n'a jamais pensé. En tout cas, pas tout de suite, pas avant l'extension. Qui va être super sympa, je pense. Il y aura des decks marrants et fun avec. Donc, on passe aux synergies possibles. J'en ai parlé tout à l'heure. Damomi agité, qui est une réincarnation. J'ai pris cet exemple
Au hasard. Bien sûr, c'est une carte guerrier, il est en train de juger une carte prêtre. Ça n'a aucun sens. Mais je voulais juste mettre une réincarnation, juste pour vous dire que ça combote bien avec les réincarnations. À l'heure où j'ai fait ce montage, il n'y avait pas loin d'avoir toutes les réincarnations. Si je me souviens bien, il n'y avait même pas la réincarnation du prêtre. Donc j'ai pris cet exemple pour expliquer comme quoi dans les futures réincarnations qu'on aura, ça sera super intéressant de comboter ça avec la légendaire. Parce que tu tapes, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça te remet à 7 points de vie la créature. Alors, la menace. Oh mince, je fais n'importe quoi. J'ai pas l'habitude, désolé. Donc, la menace. Replicating menace. Pourquoi je l'ai mis en anglais? Bon, tout le monde connaît, je pense, mais je vais quand même le dire en français. C'est une 3-1 pour 4 mecha qui magnétisme, donc elle peut se mettre sur un mecha, et qui, en râle d'agonie, invoque 3-1-1 mecha. Pourquoi je parle de cette carte? Pas parce qu'elle synergise parfaitement avec la légendaire, c'est juste pour mettre en avant le râle d'agonie. Le râle d'agonie qui invoque 3-1-1. Si vous jouez cette carte et que vous avez sur le terrain le grand prêtre Ahmet, et ben les 3-1-1 auront 7 points de vie. Ça sera 3-1-7. C'est énorme. Parce que si on joue un deck avec double points de vie, Nerfire, etc., il faudra gérer toutes les 1-7. Ce sera super dangereux. Donc j'ai mis cette carte, mais je sais pas si j'en ai mis d'autres. Non, ah merde, j'ai spoil. Bon, c'est pas grave. Je sais pas si j'en ai mis d'autres, mais c'est typiquement le genre de carte qu'il faudra faire attention. Ceux qui créent beaucoup de cartes, invoquent beaucoup de cartes, beaucoup de créatures, pardon, c'est dangereux. Et la combo spéciale dont je suis fier, l'aligneur stellaire, qui est une 7-7 pour 7. Si vous contrôlez 3 serviteurs avec 7 PV, inflige 7 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Tadadam. La lignère stellaire, qui a été vue que dans un seul deck, c'était le deck Aviana en wild, avec Kuhn et tout, avant que ça soit nerf, où c'était possible de jouer donc cette créature. Parce que bon, mettre setup 2 créatures sur le board, 7 points de vie, c'est très compliqué. Parce que oui, là il faut 3 serviteurs, mais il est considéré comme un serviteur parmi les 3, donc il faut juste 2 autres serviteurs. Ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faisable. Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, mon Dieu. Qui est beaucoup plus faisable avec cette carte. Parce que 7 points de vie, bien sûr, elle peut être blessée. D'ailleurs, si cette créature est blessée, les serviteurs invoqués n'auront plus 7 de points de vie. Mais le point de vie qu'aura Ahmet, ça c'est très important à noter. Si Ahmet est une 2-1, sacrifiez-la avant de poser vos créatures. Très important. Mais si cette carte reste en vie, bon, par exemple elle est posée, je ne sais pas, vous jouez une sorte de prêtre, ça va, et elle n'est pas. Ou vous pouvez la heal tout simplement. Vous posez n'importe quelle créature, genre un feu follet pour 0, ça vous fait une 1-7, et vous pouvez la comboter directement avec la ligneur stellaire, qui va tout simplement infliger 7 points de dégâts à tous les adversaires. C'est énorme. Si vous arrivez à faire ça ne serait-ce qu'une seule fois, c'est énorme. Ça clear le board quasiment et ça fait des dégâts à l'adversaire pour pas beaucoup de cartes, n'importe quelle autre carte avec Ahmet et celle-ci. Moi je trouve que c'est intéressant à voir, à tester. Euh, Dans un deck aussi où on peut tout simplement cheater, c'est-à-dire mettre des créatures avec réduire le coût des créatures, ramener des créatures, les ressusciter, etc. Ça peut être ouf avec la ligneur stellaire. Tu ressuscites, t'as un mec qui est ressuscité avec d'autres créatures qui peut-être les mettra aussi à 7 PV. Si t'as un aligneur en main, tu le poses, ça fait 7 dégâts, tout, ça claire tout. Cette carte, quand je l'ai vue, je sais pas comment j'ai pensé à ça, mais je me suis dit, j'ai toujours été admiratif de ce genre de carte très, 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 très spécifique. J'ai toujours aimé créer des decks autour de ça pour que ça marche et tout. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, c'est peut-être l'occasion. En tout cas, je testerai. Alors, à mettre donc je suis vraiment catastrophique. Son, sa note, donc, comme j'ai mis ici, 3 étoiles sur 5. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? C'est exactement entre les deux. C'est pas que je prends pas de risque dans la notation, c'est juste que pour moi, c'est le genre de carte qui a sa place dans un archétype, notamment, on l'a toujours dit, Inner Fire, enfin, bon, il faut que je le dise en français, le sort qui double les points de vie et le sort qui inverse l'attaque et la vie pour 0, ou le sort qui donne autant d'attaque, feu intérieur, voilà, vous connaissez.
Avec ce genre de combo, on a toujours vu le prêtre tourner avec ça. C'est pas demain la veille que ça s'arrêtera. Bref, là, enfin, en tout cas, là, c'est beaucoup moins puissant. Mais Ahmed peut redonner ses lettres de noblesse à ce deck qui a perdu en vigueur, si je puis dire. Notamment avec les nouvelles cartes réincarnation. Ça peut vraiment faire des ravages pour le coup. Donc j'y crois, hein, mais à moitié. À moitié, encore une fois. C'est le genre de deck, ça a été bon, mais c'était bon parce qu'il y avait une carte qui s'appelait Vision de l'ombre, qui ramenait un sort de ton deck pour deux. Donc tu avais toujours la combo, tu avais toujours double les points de vie, tu avais toujours feu intérieur, quasiment grâce à cette carte. Là, ça a disparu, donc c'est un peu plus compliqué si tu n'as pas ces cartes-là. Ton deck est un peu lent, un peu faible. À voir. Honnêtement, à voir. En tout cas, 3 étoiles. Je pense que la carte est vraiment correcte. Il y a des choses à faire, des combos à tester, notamment celle-là, où j'ai hâte. Et on verra. Alors, nouvelle carte épique du prêtre. Donc c'est une AOE, donc un sort de zone. Pour 9 plaies de la mort. Réduit au silence tous les serviteurs et les détruit. Donc plaie de la mort, on n'en parle plus. Voilà. Résumé, plaie de la mort, on n'en parle plus. C'est typiquement ce genre de carte. C'est un néant distordu plus pour un de mana en plus. Je pense qu'il est plus jouable que le néant distordu. Parce que silence, ouais, c'est l'hérald d'agonie, mais pas. Les gens se disent, ouais, il y en a peut-être pas tant que ça. Ouais, mais il y a Chick-Chack dans la méta. Il y a vraiment des trucs un peu merdiques. Du druide. Du druide token. C'est très fort contre druide token, ça. Bon, ça vient tard, j'avoue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu joues au néant distordu, t'as cette peur de, quand tu le mets dans ton deck, de te dire, je vais affronter tel deck qui va me laisser des trucs. Là, quand tu le mets dans ton deck, tu sais que, ah, je suis au tour 9, j'élimine le banc. Je l'élimine. Il n'y a aucune chance que quelque chose survive. C'est la mort. Donc, le fait d'être aussi serein au moment de créer son deck, c'est un atout pour moi, je pense, par rapport à la comparer à Néant Distordu. J'ai fait notamment un petit slide. Pourquoi j'ai fait ça? Putain, je suis fou. Alors, une preuve que 2 égale 0. A égale B, donc A carré égale AB, logique. Donc là, vous pouvez lire. A carré moins B carré est égal à B moins B carré, tout simplement. A plus B facteur de A moins B égale B facteur de A moins B. Donc A plus B égale B. Si A égale B égale 2, on a donc 2 plus 2 égale 2, et donc 2 égale 0. Pourquoi? J'ai tout ça pour ça. Pour comparer à Cryptopsychique. Donc 7 et 9, c'est tout. C'était ridicule, je le conçois, mais ça m'a fait rire quand je le faisais. Donc 9 et 7 entre les deux, il y a 2 manas. Et on va pas se le cacher, ça fait à peu près la même chose. Dans tous les cas, ça prend les cartes et ça dégage. Voilà. On n'en parle plus. Cryptopsychique, on n'en parle plus. Plaie de la mort, on n'en parle plus. Cryptopsychique est un peu meilleur parce qu'elle mettait des cartes dans le deck, ce qui faisait absolument chier l'adversaire. Ça l'éloignait de la fatigue, mais le prêtre en a rien à foutre vu qu'il te tuait tout simplement. Donc on se retrouve avec une sorte de Cryptopsychique avec 2 mana de plus. Cryptopsychique était une carte absolument et abominablement cheat. Dieu merci, elle est partie et j'espère que de ce genre de carte ne reviendra pas, en tout cas aussi peu cher, des AO aussi terribles. Là, on se retrouve avec une carte qui a à peu près la même puissance, avec 2 mana de plus, c'est beaucoup plus équilibré, à voir si ça sera joué. Ça coûte cher quand même, tu la joues, tu peux rien faire d'autre dans ton deck, dans ton tour. Ça me dérange pas, parce que Cryptopsychique, quand tu le jouais, tu faisais pas grand chose à côté. 7, en tant que prêtre, 3 mana, tu as vraiment des choses à faire. Par contre, la différence, c'est qu'il vient 2 tours plus tôt. Ça, c'est la différence. C'est pas le fait au tour 10 tu joues Plaie de la Mort ou au tour 10 tu joues Cryptopsychique, c'était à peu près pareil. Alors que là, la vraie différence, c'est que au tour 7 tu pouvais te sauver d'un board, d'adversaire. Alors que là, au tour 7 si tu as ça en main, l'adversaire il peut te tuer, c'est un aggro, c'est un midrange. Elle vient un peu tard. Donc clairement moins bonne que Cryptopsychique, mais moins bonne qu'une carte 5 étoiles, voilà, c'est pas une preuve. By the way, ça c'est un calcul faux, bien sûr, hein, c'est juste un petit trick mathématique. On peut pas diviser par 0, quoi. Parce que si A égale B, donc A moins B égale 0, et la division par 0 est interdite. Bref, c'était un petit truc, maths. Je peux pas laisser ça sans expliquer. Vision de l'ombre. Donc je parle de vision de l'ombre.
Alors, Vision de l'ombre qui était une carte qui rendait tout simplement le cri psychique bien plus puissant parce que c'était... En fait, tout simplement, tu étais sûr d'avoir là au tour 7 parce que cri psychique, parce que Vision de l'ombre, pour 2 tu cherches une sort de ton deck, t'avais quelques sorts mais c'est une découverte, tu chopais inlassablement toujours un cri psychique, tu pouvais en jouer 3 4 pendant la game, sans parler des générations de sorts aléatoires avec l'IRA, etc. C'était une abomination. On jouait autour de 5-6 scripts psychiques, certaines games. Play de la mort, ce qui n'est pas son cas, donc ça va être quelque chose à noter, totalement. Ah, la notation. Ah, il faut que je m'y fasse, ça, je fais n'importe quoi. Donc, 4 étoiles, c'est énorme. C'est une note énorme. Exagérée peut-être même, certains diront. Cri psychique m'a traumatisé peut-être. Peut-être que je manque d'objectivité là-dessus. Mais j'ai le sentiment que c'est une carte forte. En fait, le truc, c'est que la comparer à Néant Distordu, c'est une erreur. Le démoniste a des AOE plusieurs lits. Il a des trucs. Il n'a pas besoin du Néant Distordu. C'est pour ça qu'il l'a jamais réellement joué. Il en a joué, mais il l'a joué. Le prêtre, bien sûr, il a hystérie collective. Il a des cartes extrêmement puissantes aussi dans son méta. Mais je pense qu'il est plus susceptible de jouer ce genre de cartes. Parce que le prêtre, il est plus contrôle, il a plus de heal, il arrive plus à tenir plus de sustain que le démoniste. Donc jouer ce genre de cartes et passer son tour, je pense que ça dérange pas forcément le prêtre. C'est mon intuition, je dois l'avouer. Peut-être je la surestime, peut-être que c'est une AOE qui sera absolument pas jouée. Je sais pas, j'en doute. Je pense que c'est ok, au moins ok, genre 3. Moi j'ai mis le petit 4 étoiles, c'est vraiment subjectif, c'est mon intuition par rapport à comment va jouer le prêtre et dans quel archétype il se dirige, pardon. On passe à la suite. Donc le psychopompe, on met ma caméra ici, j'arrête pas de bouger, catastrophe. J'essaierai de changer ça pour la prochaine vidéo, je le promets. Psychopompe, une épique, 3-1 pour 4, des statistiques dégueulasses. Cri de guerre, invoque un serviteur allié aléatoire mort pendant cette partie et lui confère réincarnation. Are you kidding me? C'est une fucking carte qui ressuscite un serviteur. Tu choisis pas, c'est vrai. Tu ressuscites un serviteur mort. Bon, c'est quand même un de tes serviteurs, tu as le contrôle par rapport à ton deck building. Et lui confère réincarnation. Putain, c'est catastrophique. Pourquoi j'ai mis le recruteur du mal? Beaucoup de joueurs, bon je vais me laisser là, beaucoup de joueurs pensent que cette carte il faut la comboter avec un Maligos, un Velen, un Colosse lunaire qu'on verra plus tard. Des cartes vraiment big. Je suis pas d'accord. Pas forcément d'accord. Bien sûr, elle peut être jouée dans un deck combo Maligos Velen, c'est clair. On est d'accord, tous d'accord. Le truc, c'est que n'oublions pas que cette carte est en anti-synergie avec elle-même, parce qu'au moment où elle va mourir, bah, la prochaine psychopompe va peut-être la faire raise elle-même. Et que je me dis que la curvée au tour 4, c'est pas si nul. Parce que beaucoup de gens se disent c'est une carte combo, faut la jouer. Peut-être que la jouer au tour 4 et ressusciter une créature que tu avais eue déjà au tour précédent, c'est pas si nul. Et j'ai pensé à lui. Dans un prêtre un peu mid, qui n'a jamais réellement existé, je le conçois, mais un prêtre un peu mid, jouer une 2-2 avec un ramène à la caisse, c'est totalement ok. Et ça qui la raise en tant que 2-2, et elle meurt, et elle met un laquais dans ta main, et elle revient en tant que 2-1 qui remet un laquais dans ta main, c'est un play tempo de ouf. De malade. Genre tour 4, récupérer encore 2 laquais et tout, c'est juste un gros play tempo value. C'est ouf. J'ai parlé aussi de la masseur de butin parce que la masseur de butin, au même titre que ça, il va se faire reste, donc il va te faire piocher et il va te refaire piocher. Donc au tour 4, tu as su probablement déjà piocher une pour la masseur, puis repiocher 2. Ça, c'est vraiment dans un deck combo. Si tu es un deck combo qui veut vider son deck, peut-être un prêtre Nomi, qui existe déjà, pour optimiser sa draw, jouer un psychopompe après avoir joué un amasseur de butin va te faire piocher bien plus vite ton deck. Peut-être pour Nomi, peut-être pour un deck combo Maligos Velen qui va sortir, on va savoir. Ensuite, je vais sur des cartes un peu plus chères. Mais pas des cartes combo Maligos, des cartes un peu plus chères. Genre, l'infiltrateur habile est une carte insane avec le psychopompe. Le fait de ressusciter une 2-6 taunt, provocation, râle d'agonie, détruit un serviteur adverse qui, quand elle meurt, une 2-1 qui tue en râle d'agonie un serviteur adverse, c'est insane. Insane. Avec ça, c'est insane. Carte très sous-estimée,
Enfin, pas sous-estimée celle-là. Je dirais carte très peu jouée. Elle n'a pas été sous-estimée à sa sortie par la communauté, je pense. Peut-être même au contraire, elle a été un peu quand même surestimée. Mais elle n'a pas encore trouvé sa place. Peut-être dans un deck Ral d'Agonie avec Psychopompe. On verra. On verra. Un deck tempo qui joue ça en final curve, peut-être pour stabiliser. À voir. J'y crois pas trop, pour être honnête, mais à voir. Kern, bon, j'ai mis Kern parce que voilà, Kern, c'est le Ral d'Agonie. Je vais le mettre plusieurs fois à Kern dans la vidéo, je crois, mais c'est Kern, c'est pas une carte de ouf, mais elle a été jouée un peu enfin, à travers le temps sur Hearthstone. Mais c'est une carte, voilà, quand tu la ressuscites, t'es aux anges, aux anges. Parce qu'une 4-5 qui est ressuscitée, qui est en Ral d'Agonie invoque une 4-5, plus qui revient en tant que 4-5, Ral d'Agonie qui invoque une 4-5, voilà, c'est tempo power. C'est si je vois un deck Ral d'Agonie tempo prêt de sortir, je vois ça jouer, je vois ça jouer, peut-être un amasseur de butin, il y a ça aussi que je verrai, et un cairn en final curve. Vraiment le cairn tour 6 tout seul comme ça, posé en final curve. Claire du Comté du Nord. Pourquoi Claire du Comté du Nord? Parce qu'en fait, je me rappelle plus. Pourquoi j'ai mis Claire du Comté du Nord? Attends. Mettre ressusciter une Claire du Comté du Nord avec réincarnation? Non, il devait avoir une autre raison. Ah, je devais avoir une idée derrière la tête. Euh, ouais, peut-être que je me suis dit que c'était. Ah oui, je viens de me rappeler, excusez-moi. Je me suis dit que le psychopompe qui ressuscite une Claire du Comté du Nord, qui elle aura réincarnation, et quand elle reviendra à la vie, ça sera une 1-1, et il aura même pas besoin de la blesser, quoi. Il suffira juste de la pouvoir héroïque pour se heal. Donc c'est, encore une fois, c'est dans l'optique du. Ouah, tu vas aller loin. C'est dans l'optique donc de. La même chose que pour la masseur de butin, c'est pour la pioche. Même si c'est un peu plus tiré par les cheveux, je le conçois, encore une fois. J'ai mis la grande momie parce que. La grande momie parce que c'est une carte réincarnation, tout simplement. Qu'on verra plus tard, on étudiera plus tard. C'est une carte réincarnation, donc forcément qui profite du bonus. Mais j'ai mis cette carte aussi pour une interrogation que je me pose. C'est la ressuscite et lui donne réincarnation. Mais si elle a déjà réincarnation de base, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que réincarnation est considérée comme une sorte de râle d'agonie, c'est-à-dire que avoir deux râles d'agonie, c'est pas incompatible, ou est-ce qu'on peut avoir qu'une seule réincarnation en même temps? J'ai l'intuition qu'on ne peut avoir qu'une seule réincarnation en même temps. Mettre une réincarnation sur une réincarnation, j'ai l'intuition, même si c'est contre ce qu'on a vu dans Hearthstone, je sais pas, c'est un mot-clé. Ça m'étonnerait d'avoir deux mots-clés. C'est comme avoir deux Furies des Vents ou deux Charges. Ça change rien. Bon, ouais, j'en suis même sûr, hein, quasiment. Anyway, il faudra vérifier. Donc la note de ce psychotron. 4 étoiles. What? J'ai été vraiment très 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 gentil. Pourquoi j'ai mis 4 étoiles? J'ai pas mis 4 étoiles parce que j'ai en tête un deck combo de ouf, ou parce que voilà, le prêtre va être incroyable, le prêtre mid. J'ai mis 4 parce que cette carte ne peut pas être mauvaise, c'est impossible. C'est une carte qui va être jouée quelque part dans un deck, un Big Priest, un prêtre mid-range, un prêtre Ral d'Agonie. Elle a trop d'endroits où rentrer. Trop. Elle va jouer dans le prêtre. Dans l'archétype prêtre, qui sera le plus populaire, je pense qu'elle sera probablement jouée. Donc, on passe à la suite. La grande momie. Donc à son tour. Donc la grande momie, qu'est-ce que j'ai dit sur elle? J'ai dit tout à l'heure, donc c'était une carte réincarnation du prêtre, une 1-2 pour 2, qui à Ral d'Agonie donne une 1-1 à un serviteur aléatoire. Donc c'est une très bonne réincarnation parce que c'est un Ral d'Agonie. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de Ral d'Agonie réincarnation, mais la combo elle fonctionne très très bien. Parce que ça va le faire au moins deux fois. Et là ça donne plus un. Et la grande momie coûte 2. Donc
Donc c'est une 1-2, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, une 3-4 en stade combiné. Intéressant. Je sais pas. C'est l'archétype qui me dérange. Encore une fois, bien évidemment, depuis tout à l'heure, je vous vends une sorte de prêtre mid possible avec des laquais, recruteur du mal, carte malheureusement injouée. Mais voilà, quoi, c'est... Ça veut pas dire que depuis tout à l'heure j'en parle, que je veux essayer, je veux essayer, notamment avec cette carte. Cette carte renforce l'archétype, au fait, hein. C'est vraiment un pilier d'un potentiel prêtre mid-range un peu plus aggro que d'habitude. Cette carte est très très intéressante. Avec une cléric tour 1, tu poses ça au tour 2, tu sticks, elle est stick sur le board, tu poses un tour 3 intéressant, je ne sais pas, ou quelque chose. Ça peut être très intéressant. Alors, je la compare à l'ascendante de l'ombre, donc une carte prêtre, une 2-2 pour 2 qui à la fin du tour donnait plus 1 à un serviteur allié, aléatoire. Je la compare pas pour essayer de dire ah regardez ça c'est meilleur ou pas, mais j'ai l'intuition que l'ascendante de l'ombre était quand même plus solide. C'était à la fin du tour, c'était une 2-2 de base. Si c'était pas géré, les effets de fin de tour c'était une abomination. Là, tu es sûr d'avoir deux fois plus 1, c'est vrai. Alors qu'elle, en général, c'était une priorité de focus. Mais ça snowball bien moins, beaucoup moins bien. C'est une 1-2, pas une 2-2. Ça donne pas plus un directement à la fin du tour. C'est, je pense, moins bien dans l'ensemble. En tout cas, dans l'archétype Zo deck, Zo prêtre, Zo prêtre, prêtre midrange, vous avez compris. Je pense que celle-là était une meilleure carte. Après, celle-là, elle profite aussi du fait, comme je l'ai dit, de cette carte que je trouve super forte dans un deck Zo en général, pas forcément prêtre. Elle est tombée dans la mauvaise classe en fait, etc. Peut-être dans un deck Graal d'agonie, on verra. Anyway, je la compare, je donne la claire parce que voilà, quand tu poses la claire, tu poses ça tour 2, peut-être vu que c'est la seule créature, tu lui donneras plus 1 elle, et une autre fois plus 1. Bon, ça n'arrivera pas toujours, mais voilà, quoi. La claire, on en parle, c'est la plus forte carte du prêtre. Voilà, rien à dire. L'acolyte aussi, qui vient un tour après, donc qui vient pile poil en curve. Tu me poses l'acolyte, tu frappes, ça rend ton acolyte 2-4, qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus susceptible de piocher plusieurs cartes. Donc je l'ai mis en tant que synergie. J'ai mis aussi donc le recruteur du mal, pas en tant que synergie, mais en tant que synergie de deck. Donc je me dis que c'est peut-être ce genre de deck, un nouveau archétype, comme j'ai dit, qui émergera, une sorte de prêtre Zo slash midrange. Euh, J'y crois pas, on va pas se le cacher, mais je veux y croire, en tout cas. J'essayerai de le jouer, je pense que d'autres gens essaieront aussi. Mais voilà quoi, donc c'est vrai que je parle plusieurs fois du recruteur du mal. Je sais pas. Genre, en tout cas, si c'est joué, ça sera dedans, je pense, après Trezor. Alors, l'Urombre des Parias. Pourquoi j'ai mis l'Urombre des Parias? Parce que c'est tout simplement une carte super solide qui stick sur le board, 7 points de vie pour 4, qui n'a jamais brillé encore une fois, mais qui combote très bien avec la Grande Momie. Parce que c'est une 4-7, donc 7 points de vie, et elle prend très bien les plus 1 en fait. Plus une créature a de points de vie, plus les plus 1 sont intéressants. Complètement. Parce que c'est une carte qui, déjà 7 points de vie pour 4. Si elle prend 1 plus 1 c'est une 5-8. Bonne chance pour aller essayer de contester ce genre de créature. 4-7, c'est vrai que c'est déjà fort, mais on sent qu'il manque une petite pointe d'agressivité, quelque chose. Et le fait de lui donner plus 1, ça peut vraiment changer la donne. Même si, bon, encore une fois, hein, je veux creuser les synergies. J'essaye. Au moins, j'ai le mérite de vouloir essayer de faire marcher ce genre de carte, essayer d'en discuter. Après, parfois, moi-même, je ne suis pas convaincu de ce que je dis. Ça, là, je suis en période objectivité. C'est au moment de la note que j'exprime mon ressenti. Alors, je parle de Sombre dans la folie, qui est une carte intéressante pour moi, qui détruit 3 de vos cristaux de mana, mais donne plus 2. Il faut savoir qu'avec la pièce, si tu as la pièce et que tu la joues au tour 2, pièce Sombre Folie, tu ne perds que 2 mana, vu que tu étais au tour 2. Donc, à noter, parce que je l'ai déjà joué plusieurs fois cette carte. Carte qui nécessite beaucoup de tours 1 dans ton deck, beaucoup de tours 2, on va pas chercher midi 14h. Et c'est un tour 2.
Donc j'ai proposé l'idée à voir dans un deck encore Zo. Ça c'est peut-être jouable, un deck all-in. On verra, à voir. Et Bossandi la mort. Bon, cette carte je l'aime beaucoup, mon dieu je l'aime beaucoup. Jamais été joué quasiment avec le Loa et tout. J'adorais jouer ça moi. Mais bien évidemment avec Sombre la Folie, tu vas jouer Sombre la Folie, tu vas mettre la moitié de ton deck probablement des tours 1. Tu vas jouer des tours 1, mais à un moment donné, ta main sera complètement vide assez rapidement. Bossandi peut être quelque chose qui vient sauver. Même si là, bon, je m'éloigne un peu du sujet parce que je suis en train de parler des cartes de Rastakhan. On dirait que je fais une review de Rastakhan. On est en train de parler de cette carte, mais je suis en train d'essayer de présenter un archétype qui n'a jamais réellement vu le jour. Et qu'est-ce que cette nouvelle carte peut lui apporter? Je pense qu'elle peut lui apporter de l'aide, mais il a besoin de beaucoup d'aide. Ce qui n'est pas. Et on lui a pas apporté sa tête, je pense. La note, 2 étoiles. Donc une carte qui pour moi. J'ai été sévère, hein, mais qui pour moi est pas assez bonne. Je la vois pas jouer. Bon, dans un deck contrôle, non. Dans un deck Ral d'Agonie, peut-être. C'est là où j'ai des doutes. Ral d'Agonie, qui verrait le jour, on sait pas pourquoi. Mais dans un deck mid et tout, non, j'y crois pas. Carte suivante. Mais qu'est-ce que je fous, oh là là. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Je ferai plus cette erreur. Euh, donc, réincarnation. Donc, dernière carte que j'ai à présenter. Dernière carte. Bon, toutes les cartes du prêtre n'ont pas été dévoilées encore. Je n'ai pas, en tout cas, je ne les ai pas toutes vues. Donc, donc, cette review va se finir avec cette carte. Et comme je l'ai dit, je ferai une vidéo à la fin qui présentera toutes les cartes neutres et toutes les cartes que j'ai loupées des autres classes. Et dans cette vidéo, qui sera probablement la plus longue de la série, je dirai est-ce que j'ai changé d'avis dans telle ou telle carte par rapport à ce qu'on a eu. Donc là, ça permettra un peu de faire un rappel de ce que j'ai fait dans les autres vidéos. Alors, rituel d'embobement. Pour un mana, confère réincarnation à un serviteur. Est-ce que c'est bien? Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit incroyable. Je... La résistance désespérée était une carte du paladin qui faisait la même chose. Ouais, la même chose. Ouais, c'est la même chose. Pour deux. Jamais été joué, bien sûr. Le prêtre, elle coûte 1. C'est incroyable. La différence entre 1 et 2 est juste immense parce que c'est un coût mana divisé par 2. C'est pas la même chose de réduire le coût d'une carte de 3 à 2 ou de 4 à 3. De 2 à 1, c'est énorme. C'est beaucoup plus facile à curver, etc. Alors, confrère à serviteur. Bien sûr, on pense directement au Ral d'Agonie, Kern et compagnie. Ressuscite, sur le papier, ça peut être vraiment incroyable. Mais moi, j'y vois une autre utilité à cette carte. Vraiment une autre. Donc, bon, je compare aussi à l'esprit ancestral qui, pour 2 fait beaucoup mieux quand même. L'esprit ancestral est meilleur que les deux. Bon, meilleur que ça, c'est sûr. Mais meilleur qu'embobement peut-être parce que ça réussit le. Ouais. L'esprit ancestral est clairement meilleur. J'ai tenu à le préciser. J'ai mis Kern, encore une fois, pour les rêveurs. Et la note directement. Ok, donc je ne me suis pas attardé sur cette carte au niveau de l'analyse. Il y a pas mal de choses pourtant à dire dessus. J'ai mis 3, alors que depuis tout à l'heure je dis que des choses négatives. Parce qu'en fait, cette carte, ce n'est pas dans un prêtre Ral d'Agonie qui va profiter du fait de réincarner que je la vois. Ce qui m'intéresse dans cette carte, c'est le fait qu'elle coûte 1, en fait. C'est le fait que c'est une carte qui coûte 1, rapide à jouer, et le fait que ce soit un sort qui va comboter avec les cartes. Là, je les ai pas mis, c'est une erreur de ma part, mais des cartes comme commissaire-priseur dans un prêtre nomi, ou encore l'enseignante pourpre, il me semble, une 3-5 pour 4 qui invoque une 1-1 à chaque fois que vous jouez un sort. Bien évidemment, cette carte, je parle en général, elle ne sera jamais jouée. Mais c'est pas celle-là que je voulais parler, c'est plutôt la 3-3 du prêtre. Attendez, je vais chercher. Excusez-moi. Qui invoque une 1-1 taunt à chaque fois que vous lancez un sort. Donc cette carte est super intéressante avec le, les sorts qui coûtent peu cher comme celui-ci. Parce qu'en fait, c'est ça un peu ce que manque le prêtre. Bon, il avait la vision de l'ombre, il avait les élémentaires radieux qui réduisaient le coût des sorts avec l'IRA. C'est pour ça que l'IRA avait
avait autant d'aide en fait. C'est parce que elle était vraiment épaulée par des bonnes cartes. Là, cette carte-là, elle coûte 1, ça nous manque. Le prêtre, ça lui manque des cartes qui coûtent peu cher et utiles. Il est amené parfois à jouer des cartes pas super terribles, notamment dans le prêtre Nomi, pour essayer de piocher rapidement et pour faire baisser le coût des géants. Euh, donc ouais, c'est plutôt dans ce genre de cas de figure. Malheureusement, j'ai pas trouvé le nom, excusez-moi, je chercherai plus tard. Mais c'est une 3-3 pour 3 qui à chaque fois vous jouez un sort invoque une 1-1 provocation. C'est peut-être dans ce genre de deck, ça verra le jour, j'y crois pas trop. C'est plus pour diminuer le coût des géants, 7-8, pour jouer avec le commissaire-priseur. Parce que jouer ça sur un commissaire-priseur, faut tuer le commissaire-priseur et le tuer en 4-1. Il faut le tuer 2 fois. Donc, bon, pas un truc de malade à faire, mais en tout cas, ça fait piocher, c'est pas mal. Ouais, c'est plutôt dans ça que je la vois. Donc je lui mets 3 parce que le fait qu'elle coûte 1, que ce soit un sort, c'est toujours de bons calls, ce genre de carte. Bon, donc là, on va mettre fin à cette vidéo. Donc le prêtre, j'ai dit, j'ai peut-être pas été super pointilleux dans cette vidéo. Mais en tout cas, comme vous l'avez remarqué, ça s'est beaucoup amélioré. Il n'y a plus le truc dégueulasse derrière et tout. Là, je suis rentré à la maison, je me suis occupé du truc. J'étais chez le bourrin. Et comme son nom l'indique, c'est un bourrin. C'est une brute épaisse. Donc il n'a fait aucun effort à la présentation et tout. Moi, je suis arrivé, on a fait ça à la vite vite. Il devait partir en vacances. Là, je suis rentré chez moi. C'est loin d'être parfait, mais c'est ma première vidéo, c'est ma première série de vidéos. Donc, j'essaie de faire au mieux, j'essaie de bouger la caméra. En tout cas, le plus important pour moi, c'est l'analyse des cartes, c'est la manière, les cartes que je présente, les combos, notamment atypiques, celles-ci que je présente à l'écran. Euh, tout ce genre de choses, c'est pour moi le plus important. C'est présenter objectivement les cartes pour essayer de donner les outils aux gens qui me regardent, si on a plus de 10. Euh, des idées peut-être qu'ils exploiteront et pourquoi pas, comment dire, apprendre des choses à certains. Enfin, en toute modestie. J'essaye de parler de tout ce que contient le jeu, tout ce qui est perspicace. En tout cas, j'ai probablement oublié des trucs. Notamment, j'ai pas été aussi, assez pointilleux avec Rituel d'embaumement. Et je sais pourquoi. Parce que c'est une carte qui est sortie juste avant que je parte, notamment chez le bourrin. Donc je l'ai mis, je me suis dit, allez, je vais l'analyser. Donc j'ai vu vite fait, j'ai pris moins de temps que les autres. Je m'en excuse. Mais en tout cas, j'ai parlé à l'oral ce qui était possible et comment je voyais les choses. En tout cas, on va mettre fin à cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps. Et on passe au voleur. Et ensuite, on passera à la vidéo finale qui durera plus que les autres. Mais j'expliquerai un peu de tout. Je verrai les cartes en direct. Ça va être sympa.